Mikili Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et c'est une nouvelle donne pour tout savoir et bien comprendre. Sans tarder, je vous propose d'aller immédiatement à l'essentiel de cette édition. Le porte-parole du gouvernement, vous vous en doutez, est déjà en plateau. Et je salue déjà tout de suite Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci d'être là. Monsieur le ministre Lambert Mende, si vous voulez, il y a deux sujets d'actualité qui se disputent. La vedette, d'abord, le pourparlers de Kampala, qui coïncide du reste avec le démarrage ou le lancement des concertations nationales à Kinshasa. Allons d'abord à Kampala, monsieur le ministre, si vous le permettez. Déjà hier mardi, la facilitation a organisé une conférence de presse et a confirmé la présence des deux partis. Oui, je pense que c'est ce qui était prévu depuis Kampala 2, pour ainsi dire, le deuxième sommet des chefs d'État de la CIRGL. Nous nous sommes engagés à terminer ces pourparlers. Notre délégation se trouve donc bel et bien sur place et nous entendons respecter le timing de 2 semaines fixé par les chefs d'État de la CIRGL pour tourner cette page douloureuse de notre histoire. Monsieur le ministre, dans quel état d'esprit le gouvernement de la République entame ce nouvel épisode, énième fois à Kampala? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de confiance dans le camp de la patrie, s'il faut parler ainsi. Nos forces armées nous ont donné de quoi être fiers d'elles. Et les forces négatives du M23 se sont rendues compte des limites de leurs actions criminelles, aussi bien elles-mêmes que ceux qui les soutiennent à partir du Rwanda. Je pense que là, il y a des possibilités d'espérer avoir en face de nous des gens beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus réalistes, qui comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter si nous sommes encore un pays. Monsieur le ministre, d'après certaines sources, la facilitation ougandaise entend mettre à la disposition des deux partis un nouvel agenda. D'après vous, de quoi il retournera? Je ne pense pas qu'il faille parler d'un nouvel agenda. Je pense qu'il faut plutôt parler d'une note de synthèse, parce que la facilitation, avant la suspension des pourparlers, avait reçu du gouvernement et des rebelles du M23 des documents de conclusion, des propositions de conclusion, et il lui appartenait de mettre tout cela ensemble, de jeter des passerelles et de reproposer aux deux délégations une synthèse sur laquelle elles pouvaient se prononcer pour arriver à un document final de ces pourparlers. Monsieur le ministre, beaucoup pensent qu'on efface tout et on recommence à zéro. Je n'ai pas cette impression. Je ne pense pas qu'à entendre les déclarations des éléments fondamentaux de la communauté internationale, à entendre même des déclarations des rebelles. Il y a eu une conférence de presse à Bunagana, que les choses sont restées figées. Je pense qu'il y a eu une évolution et qui va dans le sens des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Suivez ce qui se dit à New York, suivez les injonctions qui viennent aussi bien des Nations Unies que du gouvernement américain en direction et du Rwanda et du M23. Le M23, on lui demande simplement de se dissoudre, on lui demande de cesser de combattre la légitimité des institutions qui sont en République démocratique du Congo. Au Rwanda, on lui demande d'arrêter tout le soutien qu'il apporte au M23. Ce n'est pas ce qu'on entendait au début de ces concertations, où on voulait en faire une affaire congolo-congolaise. Je pense que la vérité est passée par là. Le facilitateur a confirmé que, de concert, les deux délégations reconnaissent que 65% des engagements pris par le gouvernement de la RDC ont été accomplis. C'est donc une reconnaissance de la bonne foi du gouvernement et en même temps la reconnaissance que ce qu'on a voulu appeler une rébellion congolo-congolaise n'était pas justifié, en tout cas pas par la prétendue non-application de l'accord du 23 mars. Et que
c'est probablement à partir de l'extérieur, à partir de raisons non congolaises, qu'il faut chercher les origines de cette perturbation de la paix au Nord Kivu. Je pense que le facilitateur s'est finalement rangé du côté de l'analyse du gouvernement congolais. Il faut plutôt s'en réjouir. Justement, s'agissant du Nord Kivu, la société civile là-bas s'inscrit en faux contre la reprise de ces pourparlers et Kampala et vous demande à vous, le gouvernement de la République, de vous retirer purement et simplement. La CIRGL, dit-on là-bas, marche contre les intérêts du peuple congolais. Vous dites quoi? Oh, vous savez, il y a beaucoup d'autres sources du peuple congolais qui demandent au gouvernement de poursuivre les contacts. Naturellement, nous sommes en démocratie, il faut écouter tout le monde. Ce groupe-là estime qu'il ne faut pas y aller, mais la décision appartient à ceux qui ont la responsabilité, de par la volonté du souverain primaire, de conduire les affaires du pays aujourd'hui. Donc on ne conduit pas les affaires du pays les yeux rivés sur les mouvements qui montent dans un sens ou dans un autre à partir de l'opinion. Nos yeux sont rivés sur les intérêts nationaux. Nous avons une vision très précise de comment il faut agir pour mettre fin à cette guerre qui nous a coûté tellement en vie humaine. Ce n'est pas avec des sentiments que nous allons résoudre cette guerre. Donc, ce qui est en train d'être fait à Kampala va dans le sens bien compris des intérêts des populations congolaises. Aucun gouvernement au monde ne dirige par la volonté des différentes sources dans l'opinion publique. Donc la société civile du Nord Kivu n'a pas raison de parler des reprises inopportunes pour parler de Kampala. Elle a tout à fait raison. Qui pourrait, dans un État démocratique, condamner un groupe de citoyens de donner son avis sur un événement qui marque la conduite par le gouvernement des affaires de la nation? Mais je vous dis que d'autres groupes estiment qu'il faut y aller. Et donc le gouvernement a sa propre position, sa propre vision. Il en est comptable devant l'Assemblée nationale. Et donc, excusez-moi du peu, mais c'est devant l'Assemblée nationale que nous rendons compte, pas devant la société civile du Nord Kivu, dont nous tenons compte des points de vue. Ne faites pas du gouvernement un gouvernement populiste. C'est pas une distraction comme on dit à Goma? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une distraction. Sinon, aujourd'hui, nos populations à Goma, à Kibati, à Mutaro et à Kanyaruchinya ne seraient pas à la fête si ce que nous faisons était de la distraction et de la perte du temps. Il faut faire confiance au gouvernement et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la stratégie triptyque mise en place par le président marche. Monsieur le ministre, quelques jours auparavant, le M23 a annoncé unilatéralement de déposer les armes, mais a sorti de certaines conditions, que le gouvernement de la République neutralise les FDLR, que le gouvernement de la République règle la question des réfugiés congolais dans les pays voisins, particulièrement les réfugiés congolais Tutsis. Vous dites quoi, monsieur le ministre? C'est une façon d'enfoncer une porte ouverte. C'est l'opportunisme politique poussé à ces dernières extrémités. Vous savez que le gouvernement congolais est occupé depuis plusieurs années, 2010, si mes souvenirs sont exacts, lorsque notre gouvernement a signé avec le gouvernement rwandais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, deux accords très importants, l'un portant encadrement du retour de tous les réfugiés congolais qui le souhaitent. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension, qui sont au Rwanda, de rentrer dans leur pays. L'autre, fixant les conditions aussi du retour des réfugiés rwandais se trouvant sur le territoire congolais qui le souhaitent, de rentrer chez eux. Et depuis lors, nous n'avons cessé de mettre en œuvre cet accord. Ils reviennent au fur et à mesure que le HCR rend possible matériellement et juridiquement ce retour. Donc venir maintenant rouler les mécaniques en disant que c'est le M23 qui devient le grand défenseur du retour des Rwandais, si c'était pour ça, on se demande pourquoi aller en guerre en 2012 alors que depuis 2010, nous organisons ce retour de réfugiés. Vous comprenez que c'est un faux argument de gens qui sont acculés et qui cherchent à faire prendre aux Congolais des vessies pour des lanternes. Ils parlent des FDLR, mais les FDLR, nous les combattons depuis 2009. Il y a des dizaines de militaires congolais qui sont morts face aux FDLR. Les FDLR font aujourd'hui plus de tort
à la RDC qu'au Rwanda, leur pays d'origine. Alors, nous nous battons contre les FDLR, on a créé le M23 pour nous empêcher de continuer à nous battre contre les FDLR parce qu'il a fallu affronter le M23 et ses alliés rwandais pour les désarmer. Et voilà que le M23 se permet de nous accuser de ne pas combattre les FDLR. Mais de qui se moque-t-on? Monsieur le ministre, juste au lendemain du 7e sommet des chefs d'État de la CIRGL à Goma, Madame Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, affirmait qu'il n'y aura pas d'amnistie en faveur du M23, pas non plus d'intégration militaire. En même temps, les M23 se disaient, comme pour répondre à Mme Mary Robinson, qu'il n'était plus intéressé à l'intégration militaire. Vous comprenez bien que cette rébellion, appelons-la ainsi, n'avait pas de motivation congolaise. Puisqu'on nous a fait croire depuis tout ce temps que les raisons pour lesquelles il se battait, c'est la mauvaise exécution de ces promesses d'intégration contenues dans l'accord du 23 mars 2009. Or, voilà qu'aujourd'hui, ils nous disent que ce n'est pas cela qui les intéresse. La question est, pourquoi êtes-vous allés en mutinerie? Donc la réponse est très claire, parce que le Rwanda l'a demandé pour des intérêts du Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les intérêts même de ces criminels du M23. On les a engagés comme mercenaires pour combattre un combat du Rwanda. C'est très clair. Et donc nous savons gré à Mme Robinson d'avoir enfin reconnu que le droit international doit être appliqué. Il ne saurait y avoir d'amnistie pour des gens auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ce serait cracher sur les Nations Unies, cracher sur l'humanité, cracher sur le droit international. Elle ne fait là que répéter un des fondamentaux du droit international que la RDC tient à voir appliqué à tout prix. Donc vous partagez, à vous entendre parler, l'analyse faite déjà en réaction par la société civile du Nord Kivu qui parle des nouvelles revendications insensées. Nous sommes très souvent en adéquation avec la société civile du Nord Kivu. Il y a peut-être certains cas lorsqu'il y a des débordements où nous divergeons, mais là nous sommes tout à fait d'accord avec elle. Ce sont des revendications totalement insensées. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre, de vous à moi, si à la fin des 14 jours qui sont donnés aux délégués et du M23 et des gouvernements de la République, si on ne parvient pas à un accord, est-ce que les FARDC vont prendre leurs responsabilités, comme l'a si bien dit déjà le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans son discours inaugural des concertations nationales? Mais, cher ami, vous avez déjà la réponse. Je ne suis que le porte-parole d'un gouvernement dont le président de la République est le président. Donc, si le président a déjà annoncé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Nous souhaitons évidemment que ceci se fasse au moindre coût en vies humaines. C'est pourquoi nous avons une délégation à Kampala pour ramener les criminels du M23 sur le droit chemin sans avoir à faire couler inutilement du sang congolais. Mais si, après les 14 jours, rien n'est fait, comme le président l'a dit, et tout le peuple est avec le président, vous avez vu la salve d'applaudissements qui a accompagné cette déclaration du président dans cette salle où il y avait des représentants des horizons les plus divers de notre pays. Il va falloir que force reste à la loi qui est incarnée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il va falloir absolument désarmer ces criminels par la force, à défaut de les avoir désarmés par la persuasion, comme on tente de le faire maintenant avec le concours et de la CIRGL et des Nations Unies. Vous, on va dire, monsieur le ministre, que même les chefs de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, ne croit pas beaucoup à une issue heureuse, à un accord. Certains qui puissent finalement faire taire les armes. Vous allez un peu vite en besogne. Je n'ai pas entendu le président dire qu'il ne croyait pas à une issue heureuse. Sinon, pourquoi il enverrait ses ministres? Pourquoi il enverrait tant de plénipotentiaires? Je ne pense pas que le président Kabila soit un farceur qui envoie des gens rien que pour la forme. Nous pensons qu'il est possible... Pour des besoins diplomatiques. Non, il est possible d'y arriver. La diplomatie est quelque chose d'important, mon ami.
C'est peut-être même plus important que la guerre. Je ne sais pas pourquoi les gens estiment qu'il faut galvauder la diplomatie. Il y a beaucoup de conflits de par le monde qui se terminent par la diplomatie. Si aujourd'hui, ceux qui se sont pris pour les maîtres de la région des Grands Lacs commencent à adopter un profil bas, ce n'est pas parce qu'on a tiré des coups de feu vers chez eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont fait tirer vers chez eux. C'est à cause de la diplomatie. Donc, essayons de ne pas mépriser la diplomatie. C'est très important. Monsieur le ministre, la position du 7e sommet des présidents de la CIGL paraît ambivalente. On veut une chose et son contraire à la fois, non? Dites-moi en quoi, je pourrais vous répondre. Je n'ai pas l'impression. Ah bon? Oui. Oui, mais, enfin, notamment, bon, on demande que le gouvernement de la République et les M23 reprennent les négociations à Kampala et en même temps, on demande au FARDC, appuyé du reste par la brigade onusienne d'intervention, de continuer la traque des groupes armés. Mais en même temps, on a demandé aux 10 groupes armés, notamment le M23, d'arrêter toute activité militaire. Donc, ce qu'on a demandé au gouvernement de faire, c'est d'essayer de donner une chance. Pas du tout. C'est sophistiqué, mais un esprit normal doit pouvoir accéder à la logique rationnelle de cette démarche. On demande au gouvernement et au M23 de faire un effort, un dernier effort. On donne 14 jours pour essayer de résoudre ce problème qui doit absolument être résolu. On ne peut pas continuer à laisser des femmes, des enfants, des vieillards à la merci de bandes armées. Et donc, donner une chance à une solution qui ne coûte pas trop en vies humaines, mais en même temps, on laisse entendre clairement qu'il n'est pas question que cette solution ayant échoué, qu'on laisse revenir la situation à celle qu'elle était auparavant. À ce moment-là, on fait intervenir les gros